Les grands entretiens. Un podcast by Né. Maïté Turonet est une pionnière du journalisme parfum. Elle a notamment écrit pour Elle et Libération. Elle est aujourd'hui rédactrice en chef beauté de Citizen K, avec un style et un franc-parler qui n'appartiennent qu'à elle. À la fois autobiographie, livre d'histoire riche en anecdotes sur le monde du parfum et galerie de portraits de personnalités de l'industrie, son ouvrage Peau pourrie est paru chez Né le 15 septembre 2022. À l'occasion de sa parution, nous l'avons rencontrée à Paris pour revenir sur la genèse de son livre. Ce podcast vous est raconté par Guillaume Tesson. Alors d'abord, je ne dis pas tout ce que je pense. Non, pas suicidaire. Je choisis les mots que je dis, je les assume, et bien sûr que ça va desservir. Bien entendu, mais enfin bon, on va pas en faire un fromage non plus. Quand j'étais enfant, je m'étais dit, je me souviens encore très bien, j'habitais Montmartre, et je remontais une rue en escalier, chez moi, en rentrant de l'école. Je me suis dit, je devais avoir 11 ans. Je me suis dit, moi, je veux pas avoir la vie de tout le monde, la même vie que les autres. Et de facto, j'ai pas eu la même vie que tout le monde, mais j'ai choisi, je suis très contente de ma liberté. Je suis assez contente de tout ça. Bonjour Maïté Turonet. Bonjour Guillaume. Je suis ravi de vous rencontrer à l'occasion de la sortie de Peau pourrie chez Né Littérature. Comment il est né, ce livre ? Parce que j'avais rien d'autre à faire. En fait, je me suis fait virer de chez Elle, et l'idée de rien faire est absolument insupportable. Un de mes copains avec qui je dînais un jour me dit « fais donc un livre », ce à quoi je réponds « mais qu'est-ce que tu veux que je raconte encore ? J'en ai déjà fait, j'en ai marre, ça ne m'intéresse pas du tout ». Il insiste, il me donne une idée, et je me dis là que c'est facile à écrire. C'était comme des brèves, en quelque sorte, son idée de faire 157 choses que je sais sur le parfum. C'était son idée. Et je me dis, ah ouais, ça je peux faire, parce que c'est des brèves. C'est pas du texte long, c'est des choses faciles à écrire quand on a 3 secondes, on s'y met, etc. Sauf que c'est pas du tout ce qui s'est passé, et que j'y ai pris grand plaisir, et que finalement j'ai eu beaucoup à faire. L'écriture a commencé à quel moment et elle s'est achevée quand ? Alors, j'ai dû me faire virer, je sais pas, il y a 6 ans ou un truc comme ça. Et c'était probablement au printemps. Bon. Donc j'ai commencé à écrire de façon intensive pendant 1 mois ou 2, et puis ensuite je suis partie en vacances dans une maison que j'avais et qui était en travaux, donc je me suis de nouveau laissée submerger par les trucs qu'il y avait à faire. Et j'ai laissé tomber l'écriture, puis forcément, le jus n'y étant plus, je l'ai laissé de côté. Jusqu'à ce qu'arrive le Covid, et que je me suis dit, moi j'ai un truc à faire. Et je m'y suis remise à fond. Enfin, je me relevais la nuit pour écrire un truc, en ne pensant qu'à ça. Donc je n'ai pas vu le Covid. Je fais partie de ces gens pour qui ça a été une période à peu près miraculeuse. Et puis, à la suite de ça, j'ai quitté Paris, dans le mouvement, comme plein d'autres gens, à la même époque. Et en arrivant dans ma petite ville de Douarnenez, en attendant que les travaux soient finis, les machins et les trucs, et je l'ai fini. Jusqu'à la rencontre avec Né. Pas tout à fait. En fait, j'ai jamais écrit ce livre pour être publié. C'est la première fois de ma vie que je fais un boulot sans qu'il me soit commandé. Je n'ai jamais rien fait qui soit gratuit en quelque sorte. C'était pour moi, c'était vraiment pour avoir un truc à faire. Il n'y avait pas d'autre explication. Et puis surtout, il s'est avéré que ça ne s'est pas du tout déroulé comme l'idée d'origine de mon ami Alexandre Mawad. Ça a pris d'autres chemins, ça s'est beaucoup organisé en réalité autour de mes de mes souvenirs personnels, à quoi je ne m'attendais pas du tout. Et c'est, je vous avoue, presque ce que j'ai préféré, écrire mes mémoires. Et donc, c'était un travail personnel. Voilà, ça m'est jamais arrivé, ça a été ça. Et puis, à la fin, quand même, je me suis dit, ça ressemble à quelque chose. Et je ne voulais pas
je l'avoue aussi, aller chez Ney, parce qu'on n'était pas en rapport. Et que j'avais, à l'époque, été un peu vexée que Ney ne m'appelle jamais, alors que je croyais avoir une petite réputation. Mais vous l'avez pourtant, cette réputation. Bah oui, mais Ney, ils m'ont pas appelé, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Normalement, je suis quelqu'un. Et bref, et mon amie Denise Beaulieu, qui pige pour chaque numéro de Ney et qui par ailleurs travaille avec moi à Citizen, je le lui ai envoyé, elle l'a lu, elle m'a dit il faut que tu le publies absolument. Et pourquoi pas chez Ney? Et donc je lui explique, oui mais même pas, qu'est-ce que tu racontes, laisse-moi faire. Elle a envoyé le texte à Jeanne Doré, qui m'a immédiatement répondu en me disant je prends. Alors là c'est devenu concret. Et j'ai continué de travailler, mais ça c'est comme n'importe quel texte finalement de littérature, il faut savoir y mettre une fin, c'est le plus dur. Dans Pot pourri, vous alternez souvenirs, anecdotes et faits méconnus autour de l'histoire du parfum. Vous parlez de ses aspects scientifiques, du marché, il y a des citations littéraires, vous racontez beaucoup votre propre histoire, tout ça en courts chapitres. Pourquoi ce découpage ? Selon la première idée, 175 choses que je sais sur le parfum, je commençais à écrire des trucs que je savais Et puis j'ai quand même une connexion d'archives phénoménale. Je fais ça pendant je ne sais combien d'années, donc je connais mon sujet. J'ai énormément de documentation et donc ça a commencé par prendre cette forme. Et puis petit à petit, il y a eu d'autres choses qui sont mises là-dedans. Et à la fin, je me suis bien rendu compte qu'il y avait en réalité 5 thèmes, qui étaient l'historique, le littéraire, le scientifique, le personnel et le business, on va dire. Ensuite, il s'est agi, et ça c'est de la pure fabrication des secrets de cuisine que je vous livre, il m'a semblé qu'il fallait impérativement organiser ça de façon à peu près équilibrée. Et ça, j'avoue que c'est pas moi qui l'ai fait, que c'est les éditions Ney qui ont permis de répartir chacun de ces textes de façon à peu près harmonieuse pour pas qu'on ait par exemple 3 histoires personnelles qui suivent. Voilà comment ça s'est fait. À quel moment le parfum a commencé à vous intéresser ? Alors dans mon enfance, effectivement, j'ai pas de souvenirs olfactifs, enfin j'ai des souvenirs olfactifs, mais je n'ai pas de rapport au parfum notable. Mais plus tard, je devais avoir 22 ans, un truc comme ça. J'étais en colocation avec 2 copines, dont l'une portait un parfum qui s'appelait Oang, chez Balenciaga, et c'était ce qu'on appelait encore un oriental masculin. Je l'aurais bu au goulot, je vénérais ce truc, et je lui piquais tout le temps son parfum, elle râlait. Mais ça, je sais pas, entamé une espèce de tropisme vers cette famille de parfums. Ambré, épicé, et Hespéridé. Ou alors dans l'inverse, hein. Bon bref, vous m'avez compris. Et donc, mouchoir, c'est parce qu'un jour, ma demi-sœur vient me voir, et sur mon bureau, elle voit un flacon de mouchoir de monsieur que j'ai, Oang ayant disparu, j'ai découvert mouchoir, et je l'ai adoré tout pareil. Et elle voit le parfum, et elle me dit, c'est le parfum de Gabriel étant mon père. Il se trouve que j'ai pas vraiment aimé mon père, j'ai pas vécu avec, j'avais pas un homme que non, m'intéressait pas. Mais c'est des histoires qui relèvent de l'analyse, tout à fait. Elle me dit ça, je tombe un peu dénue. Précisément, j'étais en psychanalyse à l'époque, et je me suis dit, je revois une image. À ce moment-là, me saute aux yeux une photo où je suis toute petite dans les bras de mon père. Et je suis bien obligée de penser immédiatement que c'est ce qu'il portait. C'était son parfum. Quand j'avais Ney dans son col, là. Que c'était possiblement un retour à l'enfance sur lequel il fallait que je travaille. Alors, est-ce que effectivement ça m'a économisé ou fait dépenser 6 mois d'analyse de plus ? Je n'en sais rien. Vous écrivez page 283, c'est à la toute fin. Nous fûmes une poignée de journalistes pionnières dans les années 80. À cette époque, c'est l'arrivée du marketing. À quoi ressemblait le milieu du parfum ? Alors d'abord, il n'était connu que de quelques-uns, en tout cas pas du public. Le public, il achetait ce
que leur mère achetait avant eux, enfin bref. Le marketing arrive, effectivement, ça change tout. Le rapport à la presse implique que les annonceurs investissent très largement les magazines et que par conséquent, il faut leur envoyer l'ascenseur, c'est la loi du marché. Et des gens pour le faire. Et aussi bien les filles que je cite, mais Denise Dubois-Gelais, par exemple, qui est pour moi un immense auteur, on s'est jeté à l'eau et on a appris vraiment sur le tas. Et au fur et à mesure que ça se présentait. Moi, le premier papier que j'ai fait, je l'ai fait parce qu'il fallait quelqu'un pour s'y coller et que je dirigeais la partie magazine d'un truc qui s'appelait Dépêche Mode. Et il n'y avait personne, alors c'est moi qui l'ai fait. Mais comme je n'y connaissais rien, j'ai eu simplement une idée et à partir des noms, j'ai fait un pastiche littéraire. C'était un peu rigolo, quoi. Je me souviens d'un truc que j'avais fait au sujet de Alice au Pays des Merveilles. Il y avait chez l'artisan parfumeur Jean-François Laporte, qui en était le créateur, était encore vivant. Il avait fait un parfum qui s'appelait le parfum qui vous métamorphose. À mon avis, ça collait pile poil avec Alice au Pays des Merveilles. Et l'histoire, c'est que, je sais pas, il y a le lapin blanc qui court derrière elle, elle trouve un trou de souris, elle passe par là, elle se retrouve dans une pièce où il y a des flacons de parfum, et elle en ouvre un qui la précipite dans un champ de fleurs magnifique. Alors, je fais la description du parfum à cette occasion, et arrive le lapin blanc qui lui dit, vous avez volé le parfum de la reine, on va vous couper la tête. Et donc, ça a bien marché. Alors, j'en ai fait un deuxième papier, puis un troisième, et là je me suis dit, je connais rien, je peux pas continuer à écrire n'importe quoi là-dessus si je fais ça un peu sérieusement. Comme j'avais un peu de pouvoir dans ce magazine, j'avais proposé de faire une rubrique, et j'ai pris, l'entreprise a payé une formation permanente, et je suis allée à Grasse, chez Monique Schlinger, qui était une femme absolument formidable, qui a créé l'entreprise Cinquième Sens, que j'aimais beaucoup. J'y suis restée, je sais pas, une semaine, je crois, et j'ai tout appris. Enfin, j'ai appris l'essentiel, en tout cas, à ce moment-là, et ça m'a permis, je suis journaliste, moi je suis pas romancière, d'écrire des choses vraies, mais tellement romanesques par ailleurs, que c'était très agréable à écrire. Quand je suis entrée dans une salle de rédaction la première fois, je me suis dit que j'étais chez moi. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout un écrivain, moi. Je suis vraiment une journaliste, mais qui sait à peu près torcher une phrase. Ce qui m'amuse là-dedans, ce qui m'a amusé, c'est d'écrire des histoires vraies, mais j'aurais aussi bien pu écrire sur les faits divers. Hein. D'ailleurs, je l'ai fait, mais bon, à cette occasion-là, j'ai vraiment découvert ce que écrire veut dire. Je me suis délestée autant que possible du storytelling, parce que justement, si je raconte des histoires, c'est moi qui les raconte, et c'est pas le client. Mais c'était une époque où c'était possible. La pression des annonceurs sur les magazines n'était pas du tout la même. Et donc j'ai joui d'une grande liberté pendant très longtemps. Alors est-ce que ensuite mon style a évolué? Dans ce livre, je pense que j'ai toujours à peu près écrit comme ça, sauf que là je parle beaucoup de moi, alors ça induit d'autres choses, mais je préfère distraire les gens. Revenons aux années 80. Quels étaient les liens entre les journalistes et l'industrie du parfum à ce moment-là? Confortable, on va dire, parce qu'on pouvait dire... Je me souviens, j'en parlais encore hier, d'une présentation faite par Alain Chevalier. Alain Chevalier avait été, je crois que c'était je ne sais pas si c'est lui, je pense que c'était le patron de Moët Hennessy ou de Louis Vuitton, une des deux marques, qui est devenue par la suite, avec l'arrivée de Bernard Arnault, LVMH. Et il avait été proprement évincé par M. Arnault assez rapidement. Il l'a eu très mauvaise. Il était vraiment très, très, très mécontent. Et donc, pour lui montrer qui c'est Raoul, il a racheté Balmain. On est dans les années 90 peut-être. Et la première chose qu'il fait, cet homme, énarque, c'est de supprimer tous les historiques. Ça fait quand même beaucoup de choses, parce que tout ce qu'avait fait Germaine Cellier, et entre autres Vent Vert, de faire réécrire complètement pour faire un truc qui plaise aux jeunes. Ce qui n'avait pas de sens, parce que les jeunes ne connaissaient pas Balmain, quand même.
Et lors de la présentation du truc, je me suis autorisée à le lui dire. Je lui disais, monsieur, je comprends pas votre démarche marketing. Il y a des fidèles de Balmain, vous pouvez les garder en gardant le jus tel qu'il est, et puis peut-être faire un mise-vent vert, enfin autre chose, quoi, plutôt que de détruire. Il était très très mécontent. Mais j'ai pu le dire. Bon, il n'était peut-être pas annonceur non plus, vous me direz, mais j'ai toujours une grande liberté de parole. Et bon, ça fait partie, les gens le savent, enfin les gens le savaient. Mais comme ils savaient aussi que quand j'aimais, que je trouvais en tout cas qu'il y avait de l'honnêteté dans le travail, et pas d'idées toutes faites sur qui est qui, ils m'acceptaient, ils étaient même parfois contents que j'écrive sur eux. Et depuis ces années, en quoi l'écosystème du parfum a changé? Ses acteurs, ses commentateurs, comment ça a bougé? Alors, une des raisons pour lesquelles je ne suis pas restée à Elle, où à l'origine je devais prendre le poste de rédac-chef beauté, évidemment tient à ma liberté de langage. De ça, je suis sûre. Ça peut se comprendre. Ou pas. Parce que par ailleurs, j'avais quelques idées pour rajeunir, stimuler un peu tout ça. Bon, donc je me suis retrouvée à écrire des textes. Bon, j'ai fait autre chose, mais surtout j'ai écrit des textes sur le parfum qui échappaient au service beauté et qui normalement ne répondaient pas aux mêmes annonceurs. Donc normalement ne répondaient à aucun annonceur. Sauf que, non. Je me suis rendu compte que même dans un texte libre, je ne pouvais pas faire une lointaine, très lointaine allusion à Dior, par exemple, en citant Raymond Queneau quand même, ce qui n'est pas tout à fait n'importe qui, enfin c'est le fondateur de la Pléiade, que je sache. Effectivement, dans ce magazine, je me suis rendu compte que de la liberté, il n'y en avait strictement aucune. Après avoir donc un peu flotté comme ça, commencé ce livre, je suis retournée à Citizen K, dont le fondateur Kapov est un ami de plus de 20 ans, et qui m'a dit, mais bien sûr, reviens, etc. Et donc, j'écris moins sur les parfums, mais j'écris quand même, et j'écris ce que je veux. Je crie ce que je veux. Ma mère avait une phrase, elle disait, je ne fais pas ce dont j'ai envie, je fais ce que je veux. Et c'est un peu, je la reprends à mon compte, c'est-à-dire que il ne s'agit pas de se faire plaisir, il s'agit d'être le plus juste possible. Et donc à Citizen, j'ai encore et cette chance-là. Et cette industrie du parfum, vous la regardez comment aujourd'hui? Que j'ai commencé, il n'y avait pas de niche. Enfin, il y avait Jean-François Laporte, dont on peut considérer que c'était une niche. Il y avait Diptyque, qui très certainement, et sans même le savoir, était une niche. Et c'est sans doute la première, puisque le premier parfum chez Diptyque, c'est en 68, c'est l'eau de Diptyque, qui n'est pas genré, qui ne ressemble à rien, qui est un truc fait par un non-professionnel, le peintre Desmond Cleats. Quoi qu'il en soit, donc quand je commence dans le parfum, c'est les grandes marques, les grands groupes qui dominent tout, mais qui travaillent pas forcément mal. Je me souviens par exemple qu'Aromatique Elixir, donc qui fait partie, c'était chez Clinique, Estée Lauder, c'était dosé à 30% de naturel quand même. Et à quelque chose comme... C'était un dosage phénoménal, c'était une huile, c'était pas... c'est une tradition chez Lauder, c'est ce qu'elle avait fait elle-même avec Use You, et c'était vraiment très bien fait. Il y avait comme ça, c'était du travail tout à fait respectable, qui obéissait à des modes, des tendances, mais j'ai pas le sentiment que le marketing ait eu un poids considérable. Effectivement, dans les années 80, ça change, et ça change sans doute avec Saint-Laurent et Opium, ce que je crois. Et ça a été comme un virus qui se répand, quoi. Tout le monde s'est mis à faire du mass market, disons-le comme ça. Et il y a eu bien des cochonneries, il y en a eu un paquet. Là-dessus, effectivement, il y a Lutyens qui bouleverse la donne, réellement. Et c'est une révolution qui marche. C'est-à-dire que c'est pas du tout underground, c'est pas du tout silencieux. Et là, pour le coup, nous, à la presse, on a été très déterminante, parce que je crois qu'il n'a jamais acheté une page de pub, du moins à l'époque. Donc il n'était pas annonceur du tout. On a découvert ces premiers trucs et on est tombé à la renverse, tellement c'était formidable. Et extrêmement signé.
Et puis, progressivement, il y en a eu de plus en plus, et puis il y en a eu trop, et puis les grands groupes dotés de leur service marketing ont bien vu qu'il y avait là une part de marché qui est considérable. Je sais pas, 20% au moins, qui leur échappait, et donc ils se sont dit, ben, on va s'y mettre aussi. Ils ont racheté des marques de niche. Enfin, on sait bien aujourd'hui qu'un tel appartient à un tel autre. Mon ami Kurdzian, il a été racheté par LVMH, avec les honneurs, puisque de surcroît maintenant il est directeur des parfums Dior. Mais bon, voilà. Et toutes les grandes maisons se sont mis à développer des collections privées, des trucs, etc. Certains sont très bien, d'autres ne sont là que par opportunisme. Et de la même manière, sur le marché de niche proprement dit, le nombre de gens qui s'autorisent d'eux-mêmes à être parfumeurs, comme on dit en psychanalyse, que le psychanalyste s'autorise de lui-même, est considérable. Moi, je ne vois pas d'où un architecte va venir faire des parfums ou une fille qui fait des chaussures. Enfin, je ne vois pas quelle est leur légitimité, si ce n'est le goût qu'elles en ont ou l'argent qu'elles espèrent en tirer. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Et c'est pas forcément une histoire de talent là non plus, c'est une histoire d'intelligence, de stratégie, enfin tout ça est très politique, au sens économique du terme. Et si on parlait de votre caractère? Bon, on l'a compris, vous dites tout ce que vous pensez. En quoi ça a pu vous desservir? Alors d'abord, je ne dis pas tout ce que je pense. Non, je ne suis pas suicidaire. Je choisis les mots que je dis, je les assume, et bien sûr que ça m'a desservi. Ça me fait penser dans votre livre à cette histoire du blouson en cuir. On peut la rappeler? Oui, on peut. Oui, on peut. Les rapports encore de la presse et des annonceurs. Vaste sujet. Effectivement, parfois, ça frise la corruption. Hein. Par exemple, au tout début de mes écritures, j'ai eu des appels du pied de quelques marques qui me demandaient d'écrire pour eux des dossiers presse, machin comme ça. Donc, j'ai accepté. J'en ai fait quelques-uns jusqu'à ce que je comprenne que, au-delà du fait d'avoir été payé, mes clients attendaient que je parle gentiment d'eux dans leur page, ce qui me paraissait ahurissant. Je ne vois pas le rapport. Je n'avais pas compris qu'ils ne me demandaient ça que parce que j'écrivais dans des journaux connus. Aujourd'hui, plus personne ne me demande rien. Soit ils m'ont oublié, soit ils ont compris que moi je refuse ce genre de deal, quoi. Ça me paraît très très incorrect. Et quant aux cadeaux, par exemple à Noël, les marques envoient des cadeaux aux rédactrices, aux rédacteurs, il y en a quelques-uns, qu'ils jugent dignes de les recevoir. Sauf qu'on sait aussi que la rédactrice en chef ou la directrice de rédaction aura un plus beau cadeau que la rédactrice. Toute chose que je trouve d'une grossièreté absolue, moi. Enfin, cette hiérarchie, je trouve ça infâme. On est dans la même rédaction. On fait pas tout à fait le même boulot, mais enfin quand même. C'est dégueulasse, quoi. Bon, enfin bref. Et donc, mais par ailleurs, il y a des gens aussi qui sont sincères. Donc Jean-François Laporte, feu et regretté Jean-François Laporte. On s'aimait bien, vraiment. Moi, j'aimais bien ce bonhomme. On était copains, quoi. Et puis j'aimais bien ses parfums. Donc j'en disais plutôt du bien. J'avais pas besoin de forcer par un cadeau pour dire « Ah, votre parfum est magnifique ». Bref, il s'était débrouillé pour avoir ma date anniversaire, qui tombe quand même au milieu de l'été. Et on sonne à la porte le jour de mon anniversaire. Et il y avait un groom, en costume de groom, on aurait dit Spirou, avec une boîte énorme qui me tend en me disant « Monsieur Jean-François Laporte, vous fait parvenir ceci. » Bon, alors j'ouvre la boîte, il s'en va, machin, et dedans, il y avait un blouson de cuir. Blouson de cuir. Alors c'était un truc somptueux, une peau invraisemblable, enfin, je peux le dire, j'avais trouvé ça extrêmement personnel. Enfin, bon, il aurait pu m'envoyer une petite culotte, c'était à peu près pareil pour moi. J'avais trouvé ça incongru. Et il m'allait pas du tout. Alors pas du tout. Et je dis tant mieux, parce que s'il m'avait été à merveille, qu'est-ce que j'aurais fait? Peut-être que je l'aurais gardé, et peut-être pas. En tout cas, là, je ne l'ai pas gardé.
Je l'ai appelé Jean-François et je lui ai dit que je ne pouvais pas accepter, que déontologiquement c'était impossible pour moi et que je le remerciais infiniment, mais que je ne pouvais pas. Et donc il a eu la gentillesse de comprendre ou faire comme si et de m'envoyer des fleurs à la place. Je les ai apportées lui-même. Mais je me souviens d'un autre épisode, et ça m'avait scotché par terre. À l'époque, j'écrivais pas du tout sur le parfum. J'étais dans un magazine, j'étais à Cosmo pour tout vous dire. Et j'écrivais pas du tout sur le parfum. Mais enfin bref, un jour arrive un autre groom. C'est le truc, le groom. Mais lui avec un tout petit paquet. Et il demande à voir Madame Truc, qui dirigeait le service beauté. Et donc on lui indique le bureau de la dame. C'était un groom de quartier. Et elle ouvre, elle est obligée, on est toutes là. Regardez, mais qu'est-ce que c'est? Donc elle était bien obligée d'ouvrir le truc, et à l'intérieur, il y avait une bague de quartier en saphir, avec des diamants autour. On a toutes fait glurps quand même. Et elle a pas eu le choix, elle a retourné la bague pareillement, en disant non, je ne peux pas accepter ça. N'aurions-nous pas été là, je ne sais pas. Mais c'est la même chose chez les vendeurs de bagnoles. Hein. Dans ces années-là, les journalistes spécialisés, on leur offrait des motos, des trucs comme ça. Votre côté sans filtre, ça touche à l'idée de mensonge versus vérité. Or, l'industrie du parfum se nourrit de légendes, de storytelling, voire de mensonges. Vous pensez que la parfumerie devrait arrêter de mentir ? Évidemment, c'est tellement riche le parfum, il y a tellement de choses à raconter qui sont vraies. Pourquoi aller chercher je ne sais pas moi, dire que un tel est à Grasse depuis la nuit des temps, ce qui est absolument faux. Pourquoi dire que Mademoiselle Truc est une personne d'une grande bonté alors qu'on sait que c'était une horrible harpie. Enfin bon, moi je comprends pas ça. La parfumerie, c'est quand même un domaine d'une richesse phénoménale. Là, il y a des gens qui me disent faites le tome 2 pour vous dire, il y en a partout des histoires, partout, tout le temps. Je vois pas pourquoi on raconterait des salades. Parce que peut-être que c'est un résidu du XVIIIe siècle où on croyait à la transmutation de l'or par les alchimistes. Peut-être qu'on prend vraiment aussi les gens pour... Je trouve que c'est un mépris de classe profond. On pense que les gens sont cons. Et que moi, je suis persuadée du contraire. Ce changement de discours, il peut s'opérer comment ? En s'intéressant davantage aux matières premières, à la technique ? C'est foutu, parce qu'il n'y a plus d'espace pour s'exprimer. Quand je faisais ça, il y avait, dans chaque magazine, il y avait au moins 2-3 pages parfum par mois. Il y avait des dossiers, il y avait de la place pour le texte. C'est fini, maintenant il n'y a plus que de l'image. Donc on fait des légendes. Mais, par exemple, la revue Nez s'emploie, et c'est pas de la flatterie, vraiment, remarquablement bien, à mettre les points sur les i, à raconter ce que c'est que le parfum, à le faire très bien, avec plein d'histoires, avec plein d'intervenants qui racontent leurs expériences, leurs ressentis, leur manière de faire. Moi, je me souviens quand j'étais à Libé, on n'avait pas d'annonceur, et j'étais absolument libre d'écrire, j'étais même encouragée, compte tenu du magazine, enfin du journal. Je me souviens, j'avais fait un papier sur les chasseurs d'essence, je l'avais appelé comme ça, donc les types qui vont crapahuter au fin fond du Paraguay pour aller chercher le bois de Gaillac, je peux vous dire, c'est des sacrées existences. C'est formidable comme sujet, vraiment formidable, et ça échappe totalement aux pages parfums, c'est des pages magazines, quoi. Donc voilà, mais c'est plus possible aujourd'hui. Il y a plus le supplément Next de Libération est mort, a disparu. Voilà, où voulez-vous faire ça? Alors effectivement, il y a quelques podcasts, et puis il y a Nez qui a occupé un territoire totalement vierge et qui n'a toujours pas de concurrence, parce que je pense qu'il n'y a pas de place pour deux. Et que je sache, ça marche plutôt bien. J'aime toujours mouchoir, je ne le porte plus.
Wang a disparu. Et finalement, j'en suis revenue à mes seuls et uniques amours, qui sont l'eau de Cologne, que j'ai découvert quand j'étais enfant, et que ma mère m'avait amené. Je m'étais fait opérer de l'appendicite. Non, d'une appendicite et de l'appendice. Et elle m'avait amené une bouteille d'eau de Cologne, et j'avais adoré ça. Et j'aime toujours passionnément l'eau de Cologne, vraiment, et quelle qu'elle soit. C'est-à-dire que, franchement, moi, une Cologne à 3,50 € faite que d'abominations dedans, m'en fous. Au litre, j'en mets dans le bain. Je ne prends plus de bain, mais j'en ai mis dans le bain beaucoup. Et comme les Espagnols, en fait, ils appellent ça des granales, je crois. C'est-à-dire, on se déverse le flacon sur soi, quoi. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans la Cologne ? Son côté tonique, réconfortant ? Bon, alors c'est surtout, je pense que c'est, alors pour le coup, une odeur totalement asexuée. Pas un truc, on ne dit pas c'est pour les filles, c'est pour les garçons, c'est pas le principe, c'est pas l'idée, c'est un truc pour tout le monde. J'aime effectivement les agrumes follement, vraiment. Et bon, en général, il y a un petit peu de musc au fond, mais c'est juste pour faire tenir. Mais dans une Cologne qui respecte la norme, je crois qu'il y a 80% de tête, 10% de cœur et 10% de fond, on va dire. Quelque chose comme ça. Et c'est très fugace, c'est froid. Il y a chez Diptyque une autre Cologne qui s'appelle l'eau des Hespérides, faite par mon copain Olivier Pécheux, que je trouve extraordinaire, vraiment, parce que elle contient, je crois, une overdose de menthol. Et le menthol, c'est physiquement froid. C'est-à-dire que je ne sais pas comment ça fonctionne, je ne suis pas chimiste, mais c'est vraiment, ça fait froid dans le nez, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et je trouve ça formidable. Je la trouve exceptionnelle, cette Cologne. Mais c'est pareil, c'est au litre. C'est comme le caviar, c'est au kilo. Maïté, vous avez un certain recul sur cette industrie. Selon vous, où va le parfum ? On pourrait être très pessimiste quant à l'avenir du parfum, mais parce qu'on serait pessimiste sur l'avenir du monde. Mais d'une part, la fin du monde n'est pas nécessairement sûre. Le pire n'est pas toujours certain. Et d'autre part, moi, ce qui me fait plaisir, en tout cas, c'est de constater que c'est devenu un sujet public, bien plus partagé qu'il ne l'a jamais été, avec une foutitude de gens que ça passionne sincèrement. Beaucoup de gens jeunes qui rêvent de devenir parfumeurs, certains le font, d'écrire sur leur parfum, certains collaborent années, de devenir historien, d'oser se lancer dans la critique. Donc je pense que non, le parfum n'est pas mort, parce qu'il y a une relève, et qu'elle a la puissance de la jeunesse. Donc voilà, c'est d'elle que dépend l'avenir du monde d'ailleurs. Et vous ne portez vraiment pas de parfum ? Je vous ai dit tout à l'heure que je n'en portais pas. Mais c'est pas tout à fait vrai. D'abord j'en reçois, je les sens, je les teste. Et de ceux que je porte, les Colognes, forcément, ça oui, et à foison. Ma préférée, hélas, n'est plus d'actualité, elle a été interrompue, ça s'appelait Acqua di Parma Essenza, et c'est fait par Michel Almerac, qui, s'il écoute ce podcast, à qui j'envoie un signe. Et puis il y a aussi, alors là pour le coup c'est un vrai parfum, c'est pas du tout une Cologne, mais c'est, je trouve, renversant. C'est un parfum de Tom Ford qui s'appelle Tobacco Oud. Et je trouve que c'est une œuvre quoi. Je trouve que c'est un parfum parfait. Je reste béate d'admiration, tellement je trouve ce truc magnifique. Mais je le porte pas souvent non plus, parce que vraiment, je porte pas de parfum. Vous venez d'écouter un podcast by Né.
Retrouvez cette émission sur podcast.bainet.com et sur les plateformes habituelles.